Bonjour et bienvenue à cette double rencontre autour des Galons de la BD. Double rencontre puisque nous allons parler tout de suite avec Jean Dittard de son album J'accuse. Et puis d'ici 3/4 d'heure, nous parlerons avec Jean-David Morvan et Dominique Bertaille de Madeleine Résistante, de moments de l'histoire de France avec deux albums qui sont sur le prix Galon de la BD, qui est un prix qui a été lancé récemment, on doit être à la 3e ou 4e édition par le ministère des Armées, et je trouvais ça assez audacieux, voire courageux, vous choisirez le qualificatif que vous voulez, par le ministère de l'Armée, d'avoir choisi votre album Jean Dittard, non pas pour sa qualité, mais parce qu'on sait que, voilà, évidemment, l'histoire de l'armée avec l'affaire Dreyfus, elle est complexe. En 1978, par exemple, à Rennes, le maire nouvellement élu, Edmond Hervé, avait baptisé une rue du nom de Dreyfus, puisqu'en 1899, le procès en révision s'était tenu à Rennes pour être dépaysé, pour être hors de tout le mouvement. Et en fait, la ville de Rennes s'est complètement transformée dans son état d'esprit par rapport à cela. Et donc, en baptisant la rue, il avait lancé des invitations à différentes autorités. Et deux autorités n'étaient pas venues. C'était les autorités religieuses et les autorités militaires. Donc, je trouve ça courageux que 44 ans plus tard, l'armée eh bien, veuille aussi voilà, se pencher sur son histoire et donc faire participer à son concours votre album Jean Dittard, qui raconte toute l'affaire Alfred Dreyfus. Donc je rappelle cette affaire qui, à la fin du 19e siècle, a ébranlé la Troisième République en accusant ce capitaine de l'armée française juif d'actes de trahison, avec des documents que l'on aurait retrouvés de son nom dans l'ambassade d'Allemagne. Il a été doublement condamné au bagne à perpétuité et condamné à la dégradation familiale. C'est la fameuse image que peut-être vous avez en tête, où l'on voit dans une cour militaire un officier brisant le sabre d'Alfred Dreyfus. Et puis l'affaire, elle s'est surtout emballée après ce premier procès, lorsque la famille d'Alfred Dreyfus, notamment le frère Mathieu, son épouse et d'autres membres, ont voulu que cette affaire ne tombe pas dans le silence et ont mobilisé des gens qui en ont mobilisé d'autres. C'est comme ça que quelques années plus tard, Émile Zola est arrivé dans l'affaire et a écrit son fameux article « J'accuse », notamment suite au procès, à l'acquittement lors du procès de celui qui était le véritable auteur du document qui a trahi Alfred Dreyfus, qui était le comte Esterhazy. Et vous avez choisi, Jean Dittard, pour raconter cette histoire, une forme extrêmement originale dans ce livre objet, puisque si vous le voyez quand on ouvre, il ressemble à cela, et on a un clavier, alors de machine à écrire et d'ordinateur. Il emprunte aux deux formes, puisque vous vous êtes demandé pour la forme comment cette affaire Alfred Dreyfus aurait été suivie avec les médias d'aujourd'hui. Donc il y a un double décalage, le décalage temporel entre les dernières années du 19e siècle et aujourd'hui, et puis le décalage formel entre le papier et puis le numérique. Mais j'aimerais, pour commencer, Jean Dittard, que vous nous disiez, avant 2021, pour la parution, et les années avant qui ont été les années de préparation, de réalisation de cet album, quelle place elle avait chez vous, cette affaire Dreyfus? Quelle proximité vous pouviez avoir avec elle? Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. La place de l'affaire Dreyfus, pour moi, à vrai dire, elle était un peu comme celle de beaucoup de monde qui s'y est pas plus intéressé que ça, je dirais, et qui en connaissait seulement les grandes lignes à travers l'école, ce qu'on en retient au niveau scolaire, et puis au fur et à mesure, quand même, dans la culture commune, quoi. On entend encore souvent quand même parler de cette affaire Dreyfus. Il y a quelques repères, évidemment, le J'accuse de Zola, cette image effectivement de la dégradation. Le dessin de Carandache aussi, où on voit le repas de famille qui
les gens qui se divisent, qui se disputent, et qui revient parfois comme un mème sur les réseaux sociaux. Il y a une image où tout se passe bien dans le repas de famille du dimanche, et puis une image où c'est la bagarre en disant ils en ont parlé. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, il y a quelques repères partagés. Et en fait, moi, j'en connaissais pas bien davantage de tant que ça. Voilà. Et je suis rentré dans l'affaire avec en tête au départ l'envie de mettre en scène le débat public, mettre en scène des effets de polémique, des effets... en fait, l'écosystème, disons, médiatique qui aujourd'hui est assez divers, où on a de l'information qui vient par la télévision, par la presse, par les réseaux sociaux, par la radio aussi, etc. Et donc on est pris dans ce tourbillon et ben, c'est un terrain d'affrontement aussi, c'est une scène d'affrontement parfois idéologique. Et il y avait certains phénomènes qui m'intéressaient, notamment le phénomène d'emballement à partir d'une anecdote qui est parfois vraiment très localisée, qui ne concerne pas a priori forcément beaucoup de monde. Et puis ben, finalement, des gens s'emparent du sujet pour X raisons, et ça monte, et ça prend des proportions énormes. Et en fait, on est en permanence dans un bain médiatique qui travaille ces phénomènes-là. Et j'avais envie de raconter, de faire en livre une histoire qui se joue sur ce terrain-là, en fait. Et à un moment donné, j'ai repensé à l'affaire Dreyfus, avec ce repère notamment du J'accuse de Zola, qui m'apparaissait un peu comme un buzz encore aujourd'hui actif en quelque sorte, parce que ce mot J'accuse, il est souvent encore repris d'ailleurs par plein de monde. Et en fait, précisément, je me suis posé la question, tiens, au fait, cet officier qui a été condamné à tort, pourquoi cette histoire-là, pourquoi et comment surtout ça a pris des proportions à ce point-là, qui ont concerné effectivement beaucoup de dimensions du pays, et puis qui concerne encore aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi en fait on en parle encore, ça a été aussi important, etc. Et donc c'est un peu une envie de comprendre, et je me suis dit je vais aller observer les protagonistes. On a énormément de sources et essayer de mettre en scène les mots de l'époque. C'est assez vite arrivé cette volonté de ne rien écrire, mais d'utiliser des textes, des archives. Et donc, voilà, avec la volonté d'emblée donc de mettre en résonance le débat public de l'affaire Dreyfus avec celui d'aujourd'hui, et avec les vecteurs des médias d'aujourd'hui, dans un objet hybride, donc effectivement, qui joue avec les codes de la fois de la presse du 19e, avec des hachures, avec des jeux de typographie et tout, et en même temps qui renvoie à des dispositifs d'aujourd'hui. Et donc il y a pour moi un travail à double sens, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un vecteur contemporain qui rend accessible le passé, et avec des habitudes de consommation médiatique, je dirais, voilà. Et puis en même temps, c'est regarder le débat public d'aujourd'hui depuis la perspective de l'affaire Dreyfus, qui a des choses à nous dire, à nous faire réfléchir, enfin à faire raisonner. Voilà. C'est un jeu de mise en forme des archives et puis des documents, parce que ce qui est aussi un tour de force dans... alors je suis désolé, l'image n'est pas super grande, mais ce qui est aussi un tour de force dans votre album, c'est que la plupart des pages se présentent ainsi, c'est-à-dire qu'on ouvre une page Internet, et vous avez, là où il y a le moteur de recherche ou l'adresse de la page, vous avez choisi d'indiquer d'où viennent les propos que l'on entend, que l'on lit par la suite. Il y a beaucoup, évidemment, la presse de l'époque. Il y a aussi beaucoup de témoignages, et on entre notamment par le témoignage du frère donc d'Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus, qui a publié un livre sur sa vérité sur l'affaire Dreyfus, comment il l'a vécu lui. Pourquoi ça vous était aussi important, cela, de ne pas ajouter de mots, mais de puiser dans les mots existants pour raconter l'affaire Dreyfus de cette forme-là? Alors, pour ça, au départ, je ne sais pas pourquoi c'était important, mais ça s'est imposé très, très, très vite. En fait, au début, j'étais même parti dans l'idée d'utiliser que les sources journalistiques. Se mettre dans la position mettre le lecteur dans la position, et donc moi aussi,
de quelqu'un d'ordinaire qui n'est pas lui-même un acteur de la vie publique, mais qui est pris dans justement ce flux d'informations et se mettre dans la peau de quelqu'un qui entendrait parler de cette affaire Dreyfus et la difficulté de faire la part des choses en fait au milieu de tout un tas de prises de position diverses. On ne sait pas le vrai, le faux. Il y a aussi cette question des fake news dont on parle aujourd'hui. Évidemment, c'était très très présent à l'époque. On peut le dire, l'une des amorces de l'affaire Dreyfus après le procès, c'est une rumeur qui a été sciemment véhiculée par un détective anglais du côté du frère de Dreyfus, disant que Alfred Dreyfus se serait évadé d'une prison. Donc on a une fake news, mais une fake news ici qui avait une intention très particulière, ouais. C'était de ne pas oublier l'affaire Dreyfus et d'en faire parler. Et donc ça, c'est une grande ironie parce que, et un peu surprenante, puisque ce sont des gens qui voulaient faire... montrer la vérité, en fait, obtenir la vérité et la justice, que tout ça soit transparent, justement, des demandes comme ça. Et ça passe par une sorte de biais étrange qui est effectivement la propagation d'une rumeur. Alors, après, il y a aussi les anti-Dreyfusards qui ont beaucoup raconté n'importe quoi, évidemment, et surtout, d'ailleurs, surtout eux. Mais bon, et donc... j'ai oublié, je voulais... on en était justement sur les sources premières, ne pas ajouter... Ah oui, c'est ça. Et pourquoi, Mathieu, pourquoi les témoignages Les témoignages, que vous l'avez dit, ce sont des témoignages publics. Hein. C'est que la presse ou que des livres qui sont parus. Il n'y a pas de témoignages intimes. En fait, les témoignages que j'ai utilisés, ce sont ceux de Mathieu Dreyfus principalement, qui est un peu le fil conducteur dans un récit qui est choral, avec énormément de voix qui s'expriment. Et donc il y en a quand même un qui nous tient, et c'est aussi celui qui structure finalement le livre. C'est-à-dire que Mathieu, il apprend que son frère a été condamné, et il va tout faire pour le sortir de là, quoi, en quelque sorte. Et le livre ne se termine pas à la fin de l'affaire Dreyfus, réellement, c'est-à-dire au moment de la réhabilitation de Dreyfus, qui est en 1906, mais il se termine quand au moins, enfin bon, c'est pas un spoil de le dire, mais quand au moins Mathieu Dreyfus, en tout cas, a obtenu déjà son objectif, quoi, en quelque sorte. Donc ça permettait de cerner voilà, le livre d'une certaine façon. Et puis surtout, c'est toute la partie des témoignages donc, de Mathieu Dreyfus et de Bernard Lazare, qui est le premier journaliste qui s'est engagé et qui est vraiment un premier artisan de la défense de Dreyfus. Et puis également de Scheurer-Kestner, qui est un sénateur, qui est aussi une des premières personnes à être impliqué dans la défense de Dreyfus. Et puis finalement, il y a Émile Zola. En fait, il n'y a que 4 témoignages qui viennent ponctuer comme ça le récit. C'était important parce que, du point de vue aussi de la question du débat public, il y avait des dimensions souterraines qui étaient importantes de pouvoir faire percevoir. Par exemple, cette question de la rumeur, juste en mettant les coupures de journaux et en les transposant, les mettant en scène, ça aurait été complexe de comprendre les enjeux qui mènent à ça. Alors que là, on a le témoignage de Mathieu qui l'explique, on a le témoignage de Bernard Lazare, etc. Et cette question, justement, c'est... au départ, en fait, Dreyfus donc, est envoyé au bagne. On en a parlé, il y a eu quand même une agitation médiatique importante sur juste 2-3 mois, quoi. Puis après, ça tombe assez vite dans l'oubli. Et pour Mathieu Dreyfus, Bernard Lazare, la question c'est comment faire mettre sur la place publique un sujet et l'imposer, un sujet dont personne n'a envie d'entendre parler. Tout le monde s'en fiche complètement. Et donc, c'était absolument indispensable d'avoir accès à cette démarche souterraine, parce qu'on voit toutes les tentatives. Ils ont contacté plein de gens, ils ont eu des portes closes nombreuses. Et il y a eu plein de démarches que j'ai pas pu utiliser que j'ai pas mises parce que c'était pas lié au débat public in fine. Par exemple, une chose qui est surprenante, mais Mathieu Dreyfus, il a travaillé aussi avec une voyante pour aller rechercher le nom l'identité du véritable coupable. Et ça, c'est quelque chose qui était très important en réalité. Il a passé du temps avec cette dame. Et ça a été quelque chose aussi qui est intéressant sur l'époque et l'esprit d'une époque, quoi. Mais je ne l'ai finalement pas raconté parce que ça
c'était une autre dimension quoi, du livre, et il fallait forcément que je le cerne, quoi. Je ne suis pas allé non plus dans les courriers privés, effectivement. Mais pourquoi justement? Parce qu'on sait qu'il y a eu énormément de courriers privés. D'ailleurs, le musée de Bretagne en témoigne avec l'abondance des correspondances qui ont été versées par la famille Dreyfus au musée de Bretagne. Pourquoi cette volonté de ne pas toucher à ce qui est du sensible, à ce qui n'a pas été public, soit à l'époque, soit dans les années qui ont suivi? Eh bien, parce que le sensible, il passe par ces quelques témoignages chez moi dans ce livre. Parce qu'à un moment, il fallait cerner En fait, là, il y a une surabondance de documents, d'archives. Le livre, il fait déjà 310 pages. Il est très dense. Et il fallait que je cerne les choses. Des courriers, il y avait aussi ceux de la correspondance entre Alfred Dreyfus et Lucie Dreyfus, son épouse, qui est une correspondance extraordinaire et pleine d'émotions. Enfin, bon, bref, j'aurais aimé en mettre parfois un peu plus. Et en fait, je me suis limité. Il y a 2-3 courriers qui apparaissent parce que c'était possible, ça faisait sens par rapport au projet, quoi. Mais il n'y a pas non plus toutes les notes des procès. Il y a aussi une surabondance de documents, de tous les témoignages de tout le monde. Tout ça est transcrit, quoi. Donc moi, je parle des procès, bien sûr, mais plutôt à travers la réception dans la presse, à travers... donc je mets en scène ça, mais... la question du choix utiliser telle archive et pas telle autre, c'était vraiment un des premiers enjeux aussi dans mon travail. Dans les témoignages, il y a par exemple Léon Blum que j'avais utilisé, qui a fait ses souvenirs de l'affaire qui date de 1935. C'était l'année de la mort de Alfred Dreyfus. Et en fait, ils sont passionnants, ces souvenirs de Léon Blum. Et ils me permettaient d'amener des facettes que j'avais pas par ailleurs, quoi. Et finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que son témoignage, il était un petit peu décalé par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'il avait un recul supplémentaire. Il avait 40 ans de recul par rapport à l'affaire quand il écrit ses souvenirs. Alors que tous les témoignages que j'ai utilisés sont des souvenirs faits, enfin des témoignages pendant l'affaire ou juste après. Et ça, c'était aussi important. Ça fait partie de mes critères d'être vraiment pris dans le temps présent du moment de l'affaire au maximum, quoi. Et donc, c'est chronologique et on suit l'affaire au jour le jour, comme si on la vivait un peu, quoi. Et alors, vous avez choisi, outre ces témoignages donc, de Mathieu Dreyfus, qui est le monsieur que vous voyez dans la case en haut à gauche, et puis de ceux qu'il va rencontrer, aussi d'avoir des anti-Dreyfusards qui sont présents dans votre livre, qui racontent aussi évidemment l'époque, parce que le procès Dreyfus et l'affaire Dreyfus est aussi une affaire qui a révélé l'état de l'antisémitisme en France, et ça commence d'ailleurs dès le début du livre avec Édouard Drumont, donc Édouard Drumont, journaliste, polémiste, qui avait son journal La Libre Parole et puis son livre La France juive, que les titres déjà indiquent des choses, mais qui sont extrêmement violemment antisémites. Ça, ce genre de paroles-là, que vous ne mettez pas tout à fait dans la même forme, en tous les cas, que Mathieu Dreyfus. Parfois, c'est juste une reproduction de journal, parfois, ça va être un débat où ils vont être plusieurs, mais comment est-ce que vous l'avez aussi, vous l'êtes aussi approprié? Parce que ça raconte évidemment l'affaire Dreyfus, sauf que les propos sont très violents. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, eux n'apparaissent jamais comme des personnages qu'on va suivre vraiment, mais ils font partie de ceux qui animent le débat public de manière indispensable, entre guillemets, pour faire l'affaire Dreyfus, parce que finalement, Drumont, en effet, est le premier qui va sortir le nom d'Alfred Dreyfus dans la presse et désigner le fait qu'il est juif. Alors que c'était une affaire d'espionnage, la question du fait que cet homme était juif aurait pu ne même pas être un sujet, en fait. Mais voilà, il était déjà dans un combat, lui, en fait, idéologique hyper précis, qui faisait suite à d'autres combats. Avant, il y avait eu un scandale financier avec le canal de Panama, qui était encore très présent dans les esprits, qui était le premier grand, on va dire, succès d'édition du journal de la Libre Parole, parce que c'était lui qui avait alimenté cette grande polémique, quoi, et qui impliquait des personnalités juives. Et donc, pour lui, il est dans la suite du combat, avec tout à coup, du côté du canal de Panama, ça alimentait plutôt les fantasmes antisémites sur le rapport des Juifs à l'argent. Et là, on a la figure du traître qui renvoie à Judas. Enfin, il y a toute une histoire charriée, quoi, avec ça. Et donc, il avait une figure idéale avec ce Dreyfus pour alimenter sa haine du juif, quoi, en France. Donc, tout de suite, le sujet a été là-dessus de sa part. Et ça va être après, dès que l'histoire va rebondir avec donc
l'affaire Dreyfus qui va vraiment s'emballer à partir de la fin des années 1897, un peu avant le J'accuse de Zola. Ça va être un déchaînement ensuite de la part notamment des antisémites, pas seulement, des nationalistes qui sont parfois les mêmes, mais pas toujours. Enfin, c'est après assez complexe aussi. Hein, il y a aussi des questionnements du côté des socialistes ou des anarchistes qui sont parfois intéressants et ambigus à se poser la question, est-ce qu'on doit prendre parti, est-ce qu'on doit défendre cet officier de bonne famille, etc., qui en fait n'est pas non plus de notre camp, entre guillemets. Et en même temps, il y en a qui s'engagent, comme Jaurès, comme Sébastien Faure du côté des anarchistes, qui arrive à convaincre qu'il y a une nécessité à pas laisser ça et à pas laisser notamment la place uniquement aux antisémites, racistes et compagnie, quoi. Parce qu'évidemment, la presse a évidemment été un acteur majeur de cela, mais vous la montrez aussi dans la phase où c'est pas encore complètement installé, où les camps sont pas encore complètement installés. Zola qui publie 3 articles dans Le Figaro, 3 articles quand même, 3 articles seulement. On voit qu'il avait encore cette fenêtre d'opportunité qui après s'est refermée. Zola, il s'est impliqué un peu tardivement finalement dans l'affaire. Au début, il n'était pas tellement concerné. Et il le dit lui-même. C'est la première fois qu'on vient le chercher. C'est un peu loin pour lui. Et en fait, ça c'est intéressant parce qu'avec du recul, on a l'impression, oui, il y a des figures qui sont marquantes, comme si elles avaient tout le temps été des grandes figures militantes pour la cause de Dreyfus. Et en fait, tout ça a pris du temps. On voit aussi Jaurès ou Clémenceau qui ont des propos au tout début, au moment de l'arrestation de Dreyfus, qui sont étranges a posteriori, quoi, puisque ce sont devenus par la suite des grands défenseurs. Mais au départ, qui dans son journal a bien voulu engager quelqu'un à condition qu'il ne traite pas de l'affaire Dreyfus. Hein. Oui, ouais. Et pourtant, qui va quand même, dans le même journal, finalement, publier le fameux J'accuse, quoi. Et le J'accuse n'a pas été publié par Le Figaro, parce que Le Figaro donc, avait publié les premiers articles de Zola, mais au fur et à mesure, ça faisait perdre des lecteurs. Et donc, à un moment donné, ils se sont engagés, mais à un moment donné, il fallait quand même se limiter un peu, quoi. Donc, enfin, bref, c'est intéressant, l'histoire de la presse, elle est pleine de plein de petites choses, de plein de relations. Il y a des choses étonnantes aussi, par exemple, sur le fait que Le Figaro, qui avait donc plutôt été très tôt finalement dans l'engagement, dans la défense de Dreyfus, a publié ce fameux dessin dont on parlait de Carandache avec le repas de famille. Mais Carandache, lui, était antisémite et au même moment où il y avait, dans la même période, par ailleurs, Carandache avait sorti une publication qui s'appelait Psst et qui était de la caricature antisémite vraiment violente, quoi. Alors ça, il n'aurait pas pu le publier dans Le Figaro, mais par contre, ça ne dérangeait pas Le Figaro de publier quand même Carandache, malgré tout. Enfin bon, c'est étonnant, quoi. Il y a plein de choses qui étaient chouettes à creuser, quoi, et à mettre ensuite en scène. Effectivement. Et puis, je voudrais qu'on s'intéresse au dessin, parce que si le texte est, lui, celui que vous avez trouvé dans les archives, le dessin est en partie aussi inspiré par les archives que vous avez pu trouver. Par exemple, voici 4 images de l'affaire Dreyfus, et voici la manière dont vous êtes approprié pour le dessin. Là aussi, comment vous est venue l'idée que, certes, le texte allait être celui des archives, mais que l'image allait très fortement coller également aux archives et dans l'esthétique générale, vous l'avez dit, avec ce dessin très noir et blanc, très haché, et dans les images elles-mêmes. Alors, sur le rapport au dessin, aux images, le rapport aux sources, il est de 2 natures qui sont très différentes. Dès que je pouvais avoir accès à des sources visuelles authentiques, enfin, par exemple là on est dans le moment du procès de Rennes et il y a beaucoup de photos, il y a même un petit film qui existe, donc il y a des éléments comme ça, donc je suis allé au plus près de ces sources-là pour restituer le passé tel qu'il était, quoi, au plus juste. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de moments, notamment beaucoup de textes qui sont finalement des discours tenus par les uns ou par les autres. Et là, je les ai transposés en mettant en scène les choses, en m'inspirant plutôt de sources contemporaines que j'ai déguisées. Vous allez devancer un petit peu, donc je vais... Hop. Ah oui. On va y arriver, vous allez voir. Parce que voilà. Là, c'est un débat télévisé tel qu'on peut l'entendre actuellement, sauf que ce sont les personnages de l'époque et les mots de l'époque. Voilà, mais du coup, il y a vraiment ce rapport des 2 sources qui se mélangent, en fait. Et par moments, il y a une ambiguïté parce que dans une continuité d'une séquence, ça m'est arrivé d'utiliser une gravure de l'époque en source ou une photo, et puis dans la case d'après, plutôt une photo contemporaine que j'ai habillée.
Et les images contemporaines me permettent parfois d'avoir des cadrages ou des postures corporelles ou des effets de lumière qui sont contemporains, qui paraissent familiers du coup aussi à la lecture et vivants. Et en même temps, habillé avec ces hachures, ça fait des images qui ressemblent aussi à ces images du passé. Tout ça est vraiment devenu une fusion en fait. Les documents photos sont pas vus comme des documents, mais deviennent des images de bande dessinée. C'est vraiment cette idée-là, c'est que ce soit de la bande dessinée, enfin que ce soit intégré dans une narration fluide, etc., et que ça n'arrive pas comme des documents, justement. Donc c'est pour ça que je l'ai redessiné. On passe à un moment ou à un autre par une image connue. C'est pour ça que je redessinais absolument tout ça, les photos et même des gravures. Je pouvais les copier, faire des copies, quoi. Et par ailleurs, il y a aussi des images par moments qui viennent comme des images, comme des documents présentés comme tels, quoi. Mais c'était un peu différent. Il y avait ouais. Puis vous êtes amusé avec certaines émissions de télé, non pas par le bruit que l'on a, mais par le décor, avec des papiers peints d'époque qui viennent un peu jurer. En fait, je me suis beaucoup amusé en réalité parce que ce jeu de transposition anachronique avec les dispositifs médiatiques d'aujourd'hui, c'était vraiment un jeu, c'est-à-dire que c'était de l'ordre du pastiche, en fait, du détournement. Et donc, je rejoue des codes avec des codes médiatiques. Je les transpose, quoi. Le doigt, par exemple, déjà de la couverture, c'est aussi le curseur d'une souris, par exemple, qui est permanent tout le temps dans le livre. Donc, c'est à la fois le j'accuse, mais c'est aussi le hashtag, en quelque sorte. Et ça, c'est le cas sur plein d'aspects du livre, quoi. Et du coup, du point de vue, notamment des postures corporelles, on a des postures de journalistes. De télé, quoi, d'animateurs de débat, de choses comme ça. Et ça permettait à la fois de faire des images très réalistes et puis vivantes, enfin, d'animer avec un cadre un peu restrictif, parce que j'ai des contraintes formelles finalement qui encadrent tout ça, qui sont fortes. Mais l'idée, c'est de faire vivre vraiment la parole, quoi. Alors, c'était que des paroles écrites, bien sûr, dans des pages de journaux à la base. Et puis il y a une image qui est connue, il y a certes la caricature du repas familial dont vous avez parlé, mais il y a une autre image qui est incontournablement associée à... Alors, je remonte juste par rapport aux inspirations entre voilà, les gravures. Donc prenez la page de gauche, et puis voilà ce que ça devient dans la bande dessinée. Donc ça, on y reviendra peut-être. Mais voilà, une image qui est associée à l'affaire Dreyfus, c'est celle-ci, celle de la dégradation. Cette image-là, elle apparaît, alors si je ne me trompe pas, elle apparaît à 2 reprises dans votre album. Elle apparaît entière, mais d'abord elle apparaît partiellement, comme ceci. Voilà, on dirait évidemment un fil Twitter ou n'importe quel réseau social, et on voit un petit bout de l'image. Comment cette image-là, qui est iconique, qui est vraiment une image familière, comment vous l'avez abordée? Est-ce que vous l'avez abordée de la même manière que les autres images? Non, effectivement. Au moment, je me suis posé pas mal de questions sur la façon dont j'allais l'intégrer ou pas. Et quand j'ai mis en scène la scène de la dégradation, j'ai utilisé d'autres cadrages, d'autres images, photographiques d'ailleurs, l'une, et puis à partir d'autres dessins, pour représenter cette scène. Et là, ça vient un peu plus tard, avec déjà du commentaire sur ce moment. Et donc le petit journal, effectivement, avait fait cette une qui est devenue vraiment emblématique. Et qui était et donc je l'ai intégré comme une illustration d'un article, quoi. Et on la voit à peine, on voit pas le sabre, mais comme elle est tellement connue, on suppose, je jouais avec la mémoire en fait du lecteur qui peut reconstituer la suite du moment. Et puis en fait cette image, je l'ai exploitée plus tard dans le livre, en fait vers la fin, en essayant de l'investir d'autres choses, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu ce genre d'image, c'est devenu comme une vignette où on n'arrive même plus à voir l'image tellement on l'a vue et c'est presque un signe égal à faire Dreyfus, quoi. Et en fait, elle a été au moment où elle a été produite, c'était dans le Petit Journal, qui était journal anti-Dreyfusard, et c'était une image vraiment pour mettre l'opprobre sur ce traître. Voilà, c'était une image spectaculaire, mais un peu pour le salir aussi. Enfin, c'était pas du tout une image neutre, quoi. Et donc moi, je voulais pas la mettre en scène en la rejouant sans la questionner, en quelque sorte. D'où le fait que je l'ai évacuée au départ, intégrée un petit peu là. Et puis surtout, plus tard, je la fais en fait réactiver autrement à travers
le témoignage de Mathieu Dreyfus qui raconte au moment de la nouvelle condamnation de Dreyfus au moment du procès de Rennes, et ben Alfred Dreyfus se sent pas, donc risque de subir une deuxième dégradation en réalité. Et en fait, c'est insupportable pour lui, c'est trop, quoi, c'est pas possible. Et là, Mathieu Dreyfus évoque ce moment-là, et en fait, je mets cette image-là qui devient, il y a une charge psychologique supplémentaire en fait, et ça joue avec la mémoire, avec l'effet d'une image qui est présente, entêtante, et qui est horrible en fait, voilà. Et donc, je pense qu'il y a une émotion différente quand on perçoit l'image à ce moment-là de la lecture. Et puis, je suis passé un petit peu vite, on va revenir peut-être sur alors à la fois ce personnage et la mise en scène, puisque vous avez choisi aussi une manière de faire des documentaires d'aujourd'hui où il y a une parole seule, et on a sur un fond noir où William Carell et quelques autres sont des réalisateurs assez spécialisés là-dedans. Mais là, vous avez choisi donc le sénateur dont vous parliez tout à l'heure, parce que aussi ce que vous racontez par Mathieu Dreyfus et à partir de Mathieu Dreyfus, c'est quand même une histoire de relation. C'est-à-dire très vite, c'est des gens qui se connaissent pas, mais qui vont faire alliance. Alors qu'ils se connaissent pas, si, parce que ce sénateur connaît Zola, mais c'est vraiment une chaîne qui se met en place, contrairement aux antidreyfusards où là, s'ils ne se connaissent pas, ils peuvent tous tirer sur une même cible. Là, il y avait besoin d'avoir un peu une relation, quelque chose un peu plus charnel, proche. Ben, en fait, ils essayaient par tous les moyens, finalement, qu'ils pouvaient de trouver des gens capables de faire changer quelque chose. Et il se trouve que le sénateur Scheurer-Kestner, donc c'était un sénateur alsacien, que Mathieu Dreyfus avait rencontré assez rapidement. Et puis Scheurer-Kestner était quelqu'un du Sérail, HCAG, qui connaissait tout le monde dans le monde politique et qui était très respecté par à peu près tout le monde. Et en fait, il l'a reçu cordialement, mais d'ailleurs c'est marrant parce que dans son témoignage à lui, il estime qu'il a été très froid dans son premier rapport à Mathieu Dreyfus, alors que Mathieu Dreyfus, dans son témoignage, considère qu'il a été reçu chaleureusement, etc. Donc ça, je trouvais ça aussi assez intéressant de confronter parfois des impressions différentes. Et en fait, Scheurer-Kestner va simplement mettre du temps à déjà être convaincu de l'innocence de Dreyfus. Mais il va être contacté par différentes personnes, y compris par un avocat du colonel Picard. Ça, on va peut-être pas rentrer dans tout le détail de ça, c'est un peu compliqué. Picard, voilà, c'est le militaire qui a compris aussi que ce qui se passait, voilà, c'était pas la réalité qu'on nous racontait. Et donc moi, j'en parle pas tant que ça finalement de Picard, parce que c'était justement l'un des aspects qui ne concernait pas directement la question du débat public au départ. J'en parle de Picard quand il apparaît dans le débat public. Mais donc c'est toute une dimension souterraine, celle qu'on voit dans le film de Polanski, qui était du coup parallèle finalement aux tentatives de Mathieu Dreyfus et Bernard Lazare. Et en fait, ce Scheurer-Kestner donc a été convaincu par cette voie-là et qu'il y avait vraiment un problème. Et il a repris contact avec la famille Dreyfus pour leur dire « je vais vous soutenir désormais », etc. Mais lui, il l'a fait un peu avec ses méthodes, disons, et donc par le jeu des relations politiques, il a essayé de convaincre le président Félix Faure, de convaincre le ministre de la guerre de l'époque, dont j'ai un blanc sur le nom, bref, qui était en plus un ami de longue date et tout. Et finalement, il s'est fait balader un peu par les uns et les autres quelques mois, et ça a commencé à fuiter que ce sénateur, tout à coup, prenait position, parlait de cette innocence de Dreyfus. Et en fait, dans la presse, on a commencé à lui tomber dessus, et c'était la première personnalité qui s'est fait insulter copieusement. Enfin, c'était terrible, c'est qu'il s'est pris sur la figure. Pour son engagement déjà souterrain, et puis en plus on lui reprochait de dire des choses sans avoir de preuves parce qu'il était un peu embarrassé, il ne pouvait pas dévoiler des choses par rapport à Picard à ce moment-là, bon bref. Et finalement l'acte de Zola un peu plus tard, c'est presque prendre acte que c'était Scheurer-Kestner a fait ce qu'il a pu, mais c'était insuffisant, il fallait trouver d'autres biais, et un biais plus provoquant finalement en faisant ce j'accuse qui va accuser un certain nombre de personnalités de l'état-major, littéralement, pour faire un autre procès, pour rejouer l'affaire Dreyfus encore autrement. Et Scheurer-Kestner, lui, il était embarrassé par le j'accuse de Zola, parce que ça sortait de ses cadres, et il hésitait à se désolidariser publiquement.
Il ne l'a pas fait finalement, parce qu'effectivement, ça aurait été encore plus de confusion, ça aurait desservi la cause. Mais ça aussi, je trouvais c'était intéressant, parce que les partisans de Dreyfus n'ont pas été tous d'un bloc unis avec les mêmes façons de penser, de faire. Et là aussi, il y a plein de débats, de façons d'envisager les choses, quoi. Donc c'était aussi quelque chose que j'ai essayé de mettre en scène aussi dans le livre. Voilà, c'est pour ça que c'est un des fils rouges, ce personnage. Et il se trouve de votre qu'il bande est mort au moment de la sortie de la grâce présidentielle de Dreyfus, à la fin du procès de Rennes. Donc c'était conjoint. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu les différentes étapes avec ici les dessins à l'Assemblée. Je pense que vous reconnaissez le personnage qui est dessiné. Voilà, j'ai entendu son nom, donc c'est très bien. Donc là, c'était mis en scène un peu comme si Clémenceau faisait une petite vidéo sur YouTube et il s'adresse directement aux spectateurs ou aux lecteurs. Et cette page, je l'aime bien pour une raison, parce qu'il y a dans une page, là, j'essaye discrètement d'évoquer la généalogie d'un site médiatique qui est le like et le dislike. En fait, Clémenceau, il commente une séance à la Chambre des députés dans laquelle beaucoup de députés avaient fait ce signe-là du pouce baissé en direction de Dreyfus. Voilà. Et Clémenceau évoque ce signe en le ramenant à l'Antiquité et au théâtre antique. Et moi, je l'ai mis en scène quand j'ai lu le texte de Clémenceau. Ça fait partie tout de suite. J'ai pensé à ce like, etc. Et en me disant, mais c'est par rapport à mon angle, il y a matière là à le mettre en scène. Je sais comment je le mettrai en scène, quoi, avec forcément une vidéo YouTube. Et tout à coup, voilà, discrètement, sans le dire, il y a ce signe-là. On fait le fil depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en passant par le moment Dreyfus. Et c'est le genre de petites choses où j'étais dans un état de jubilation quand je trouvais un texte comme ça et que je. On est bien là. Il y en a un autre comme ça où c'est quelqu'un qui raconte au moment du procès de Rennes qu'il part à la campagne parce qu'il en peut plus de cette affaire Dreyfus dont on parle tout le temps, et il veut alors aujourd'hui on se dirait se déconnecter, quoi. Et c'est vraiment le même genre de comportement. Et en plus, une fois arrivé à la campagne, il a envie de savoir où ça en est quand même. Donc c'est pareil, que je voyais un article comme ça, je trouvais ça, il fallait absolument que je l'exploite, quoi. Voilà, et puis donc de temps à autre, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi des extraits de journaux. Et puis voilà, je ne pouvais pas non plus m'empêcher de glisser cette page-ci, le fameux J'accuse, mais dont j'ai appris dans votre album que le J'accuse de Zola a beaucoup inspiré d'autres personnages, et pas forcément des Dreyfusards, pour faire leur J'accuse à eux en réponse à Zola et contre Alfred Dreyfus. Dès le lendemain, le Drummond a fait un J'accuse inversé dans la libre parole. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le J'accuse, donc il y a bien sûr tout le contenu, l'engagement de Zola, le contenu de ce texte qui est très fort. Mais il y a aussi la démarche éditoriale et le titre même de J'accuse. Ça, c'est pas évoqué dans le livre parce que j'ai pas trouvé le moyen de l'articuler. Mais c'est Clémenceau qui a trouvé le titre, alors que Zola, lui, c'était Lettre au président de la République. Et le titre J'accuse, avec la typographie, avec ce titre qui est aussi gros, c'est hyper exceptionnel en fait dans la presse de l'époque. C'est même presque plus visible que l'Aurore, quoi. Et donc ça a été repéré par Drummond aussi comme quelque chose de saisissant, parce que dès le lendemain, il reprend exactement la même typographie. Et puis voilà, c'est peut-être le titre encore, même visuellement, qui est encore connu aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si j'en connais d'autres d'ailleurs. Ouais. Donc moi j'ai essayé de reprendre le même d'ailleurs, la même typographie dans mon. Enfin, j'ai pas essayé, j'ai fait carrément la même. Et là, avec le hashtag simplement en plus. Ah, mais j'arrive pas à revenir à... Voilà, ça y est. Parce que la série des hashtags, enfin des j'accuse le colonel, etc., le général, etc., je l'ai mis en scène de façon une série de tweets. Donc voilà, ça me paraissait... je me suis dit, tiens, il l'aurait sûrement fait comme ça aujourd'hui. Merci à vous. Est-ce que, avant que l'on accueille Jean-David Morvan, que je vois au fond de la salle, et puis Dominique Bertaille, pour parler de Madeleine Résistante, est-ce que vous avez des questions à poser à Jean Dittard sur son J'accuse? Nous vous écoutons. Alors, on va vous apporter un micro pour qu'on vous entende bien. C'est la dame. Oui, pardon.
Bonjour. C'est un choix, quelque chose que vous mijotez depuis longtemps. C'est une commande. Comment vous en êtes arrivé à reparler de J'accuse? Eh ben donc, non, c'est un vrai choix, pas du tout une commande. Comme je disais, c'est vraiment le questionnement au départ sur l'envie de mettre en scène l'écosystème médiatique, le débat public, certains phénomènes du débat public, et qui est le lieu d'un conflit, en fait. Je me disais, tiens, il y aurait quand même quelque chose de vraiment intéressant à mettre en scène, parce que c'est vraiment un combat par médias interposés, et parfois, de page en page, c'est une attaque et une contre-attaque, etc., quoi. Donc il y a cet enjeu-là de narration, en fait, et puis de regarder le débat public et d'essayer de le mettre en scène. Donc, comme je disais, c'est vraiment par là que je suis arrivé vers l'affaire Dreyfus. Et sur la dimension formelle, pour le coup, il y a des choses qui remontent à très longtemps, parce que du dessin en hachure, j'avais pas encore fait d'album comme ça, mais c'est quelque chose que j'aimais bien pratiquer depuis longtemps. Et y compris dans le rapport au dispositif d'image numérique. J'avais fait des choses avant j'étais aussi enseignant en art plastique, et quand j'ai passé les concours, j'avais une pratique du dessin pour ces épreuves qui était justement à questionner nos rapports aux écrans via des dessins avec des outils traditionnels qui jouent parfois avec des hachures d'ailleurs, pour faire jouer avec des pixels, jouer avec des cadres aussi d'internet, comme j'ai fait là finalement. Donc ça, c'est quelque chose qui mûrit depuis finalement plus de 15 ans, je dirais. Et ainsi que l'objet livre-ordinateur. À l'époque, déjà, j'avais eu cette idée-là, cette envie-là. Donc, c'était sur une épreuve du concours. J'avais fait un livre-ordinateur avec des fenêtres qui s'ouvraient. C'était comme des fenêtres numériques, mais qui s'ouvraient comme un calendrier de l'Avent, finalement. Donc, c'était un objet unique. Mais ça me travaillait en me disant j'aimerais un jour faire un livre qui soit édité, quoi, et qui joue avec cette forme particulière qui me plaisait bien. Et donc j'ai eu l'occasion là quand les choses se sont configurées sur l'idée de travailler sur la représentation des médias, via l'écran, il y avait quelque chose qui m'a assez vite. J'ai tout de suite eu le projet avec l'objet en fait en tête, quoi. Je l'ai présenté à l'éditeur déjà tout de suite avec cette idée du livre-objet. Ouais. Ce que je ne savais pas à ce moment-là et qui est arrivé un peu plus tard, et on n'en a pas parlé, mais c'est une des dimensions du livre. C'est qu'il y a la dimension numérique, elle est vraiment avec une forme d'interactivité, puisqu'on peut aussi scanner les pages du livre avec une application dédiée qui est gratuite, qui est une application de Delcourt, et donc l'éditeur. Et en fait, ça donne accès aux sources des journaux. Donc il y a un accès direct à Gallica avec les journaux numérisés. Donc à partir du livre, on peut avoir accès à 300 et quelques sources de journaux, ce qui peut permettre plein de choses si on a envie de creuser pour lire l'ensemble d'un article, alors que moi j'en mets que des fragments. Voir la comparaison justement avec la source d'origine et la transposition, lire les autres articles du même journal. Enfin bon, il y a plein de... C'est un outil, quoi, après. Mais ça, c'est une dimension qui allait bien avec l'objet qui est hybride entre le livre, le journal, l'ordinateur. Et ben, il y a carrément une vraie dimension numérique qui existe et qui fait sens, quoi, en fait. Puis est-ce qu'il y a encore une question? Oui, monsieur, on va vous apporter le micro. Oui, donc merci d'abord pour cet ouvrage. Je trouve qu'il manquait. Donc, quelque part, c'est bien désormais d'avoir un tel ouvrage sur ce sujet très, très polémique, important, de société, de débat public. Alors, je vais vous poser deux questions, en fait, qui sont très simples. Pourquoi avoir choisi Delcourt, ou quel a été l'accueil de la maison Delcourt? Parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons d'édition. Et donc, c'est cette maison qui donc, a pris le parti d'éditer cet ouvrage, d'une part, et d'autre part, quel est l'accueil de cet ouvrage, de cette bande dessinée aujourd'hui, si tant est qu'on ait suffisamment de recul pour pouvoir l'apprécier? Alors, par rapport aux éditions Delcourt, c'est finalement assez simple, parce que j'ai fait tous mes livres chez Delcourt. Donc, il y a un travail de continuité, de confiance et du désir de faire ce livre ensemble, un peu dans la continuité des précédents, quoi. C'est un peu toute une démarche qui se poursuit. Donc là-dessus, j'étais très heureux que Delcourt aille au bout de la fabrication du livre, parce que c'est un objet particulier qui peut faire peur. Et vraiment, je leur suis reconnaissant, quoi, d'être allé, d'avoir vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour
pour le faire dans toutes ses facettes, quoi. Autant l'objet, on a fait des maquettes pour faire certains choix, autant sur la dimension numérique, qui était aussi un gros travail de la part des équipes chez Delcourt. Donc voilà, d'une part. Et puis après, la réception, moi j'ai eu une très belle réception de ce que j'en ai perçu. Après, je ne sais pas aussi ce que les uns ou les autres peuvent en penser par-ci par-là. Mais j'ai pas eu, j'ai encore eu personne qui m'a demandé une dédicace de Maurice Barrès ou d'Édouard Durand. Ça m'a fait plutôt plaisir. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais non, il s'est passé des belles choses, même très vite, parce que j'ai eu. Le livre, d'ailleurs, est encore en expo. Il y a des planches exposées en ce moment à la Maison de Zola. Et il se trouve que par hasard, un mois après la sortie de mon livre, qui était donc l'année dernière, il y avait un musée de Dreyfus qui s'est créé à Médan, dans une propriété attenante à la Maison de Zola. Et donc le directeur de ce musée, c'est Philippe Auriol, qui est un grand historien de l'affaire, et qui m'avait. Moi, j'ai utilisé, son travail a été important pour moi, notamment parce qu'il utilise beaucoup les sources journalistiques, et ça m'a permis de ne pas me perdre totalement dans cette forêt gigantesque, quoi, de la presse de l'époque. Donc, lui, je lui ai fait lire à la fin de mon livre, avant qu'il soit totalement terminé. Je lui ai fait lire ce travail, et en fait, il m'a proposé, il m'a parlé de ce futur musée et de cette maison de Zola, et il m'a proposé cette expo. Donc, ça a été une sorte de reconnaissance un peu hors. J'imaginais pas une chose pareille, quoi. Ce qui m'a donné l'occasion aussi de rencontrer lors de l'inauguration la famille Dreyfus, qui a été un moment très fort, aussi très émouvant. Notamment Charles Dreyfus, donc le petit-fils d'Alfred, qui a 96 ans, je crois, et qui avait lu un peu de ce livre. C'était ça. Donc, du point de vue de la réception, moi, j'ai vécu des choses très fortes avec ce livre. Ouais. Voilà, J'accuse, votre livre-objet, donc, est paru dans la collection Mirage. Et puis, c'est pas pour faire le malin, mais c'est un truc rigolo. C'est que il y a eu aussi ce prix des Galons de la bande dessinée qui m'a beaucoup surpris et qui m'a fait aussi très plaisir. Et par ailleurs, récemment, j'ai reçu un prix de l'Humanité, donc le journal fondé par Jaurès, ce qui aussi a d'autres sens, quoi. Et donc c'est improbable, quoi, que ce prix était à la fois le prix du ministère des Armées et le prix de l'Humanité. Merci beaucoup, Jean Dittard. Voilà, puis nous allons poursuivre cette double rencontre des galants de la BD avec Jean-David Morvan et Dominique Bertaille pour cet album Madeleine Résistante. Je vais leur proposer de venir me rejoindre. Les galants de la BD est un prix qui a été lancé il y a 3 ou 4 années par le ministère des Armées, et l'album que vous avez co-réalisé, Jean-David Morvan, bienvenue ici, Madeleine Résistante, par aux éditions Dupuis, figure dans ce prix. Vous l'avez réalisé avec Dominique Bertaille, dessinateur, qui va nous rejoindre dans un petit instant. Je l'ai aussi réalisé avec Madeleine Riffaut. C'est ce que j'allais dire, qui ne va pas nous rejoindre. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, c'est aussi un équipage un petit peu atypique, puisque celle que vous racontez est aussi celle qui a participé au scénario, Madeleine Riffaut, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a été envoyée dans un sanatorium du côté de Grenoble, et qui, c'était pour y soigner sa tuberculose, mais qui très tôt aussi, dans cette guerre qu'elle a entamée alors qu'elle était adolescente, a voulu rejoindre la résistance. Alors elle a vécu dans la Somme, donc elle a vu très tôt les Allemands, très tôt les combats, mais elle a aussi subi physiquement cette haine anti-allemand et anti-milicien aussi, parce que dans le trajet qui l'a amené de la Somme jusqu'au sanatorium, ça ne s'est pas bien passé pour elle, on y viendra dans un instant. Mais elle a toujours eu cette volonté, avant même de savoir qui y était et ce que c'était vraiment, de rejoindre la résistance. Une volonté comme ça de s'opposer. Alors, il faut dire qu'elle avait un grand-père qui lui a inculqué déjà cette hostilité aux Allemands, lui qui avait en mémoire la Première Guerre mondiale. Et je voudrais commencer par la fin de l'album. C'est un premier tome, et ça sera une histoire que vous allez réaliser en plusieurs albums. Mais à la fin de l'album, vous racontez votre rencontre
rencontre avec Madeleine Riffaut qui a voulu, comme certains témoins de cette époque, raconter, en tout cas s'est chargé de cette mission de raconter cette histoire. C'est Raymond Aubrac notamment qui lui a suggéré cette mission et nous saluons... Oui, suggérer est un mot gentil. Voilà. Et nous saluons Dominique Bertaille, donc dessinateur qui vient de nous rejoindre. Il n'y a aucun souci. Et elle s'est dit, la bande dessinée, non mais ça va pas, la bande dessinée c'est pour les enfants. Moi, l'histoire que j'ai à raconter, c'est pas du tout pour les enfants. Donc elle avait encore une vieille idée de la bande dessinée. Pourquoi vous l'avez rencontrée? Comment vous l'avez convaincue, Jean-David Morvan? Ouais, déjà, il faut dire qu'elle a aujourd'hui 98 ans. Elle avait à l'époque c'est 2017, donc 80, 95, 94, bon, bref. Et en fait, moi, je l'ai vue dans un documentaire qui s'appelle Résistante. Il y avait Marie-Jo Chambard-Delauve, Cécile Roll-Tanguy, qui était une grande amie à elle, et puis Madeleine. Et j'ai eu tout de suite cette envie de la rencontrer. Donc j'ai demandé à un copain journaliste de me trouver son numéro. Il me l'a trouvé. Et c'est vrai que quand je l'ai appelé la première fois, elle m'a dit « Comment vous avez eu mon numéro ?» J'ai dit j'ai demandé à un copain journaliste. Elle m'a répondu « Vous êtes bien bête parce que je suis dans l'annuaire. » Ça a commencé comme ça. Donc après, elle m'a un peu botté le cul. Heureusement qu'on était au téléphone. Et elle m'a dit non, ben voilà, la BD, c'est vraiment, on m'aurait mis à toutes les sauces, n'importe quoi. Mais rappelez-moi quand même la semaine prochaine. Là, j'ai pas le temps. Maintenant, je sais qu'elle engueule tout le monde, donc c'est pas grave. C'est plutôt signe d'affection, on va dire. Et puis j'ai rappelé 15 jours après, parce qu'au bout d'une semaine, j'avais un peu trop peur. Et puis là, tout avait changé. Elle m'a dit ouais, j'ai eu mon copain pas Raymond Braque, n'importe quoi. Georges Amat, qui est un réalisateur de films, qui m'a dit Madeleine, vraiment, plus tu vieillis, plus t'es con. Je pensais pas que tu deviendrais conne comme ça en vieillissant. La bande dessinée, c'est vraiment génial. C'est le message, c'est parfait pour faire passer le message que tu veux faire passer, qui est que Aubrac t'a demandé, qui je ne suis pas une victime, je suis un résistant. Et donc voilà, fais-le en BD, ça vaut le coup. Donc elle m'a dit je suis contente parce que j'avais pas noté votre numéro. Je ne savais pas à l'époque qu'elle était aveugle, parce qu'elle ne veut jamais le dire, mais elle ne pouvait pas noter les numéros. Et donc, du coup, je l'ai rappelé. Et elle m'a dit, venez. Et donc, je suis venu. Et voilà. Donc, effectivement, cette phrase que vous venez de citer, Jean-Yves Morvan, qui est extrêmement importante. Je ne suis pas une victime, je suis une résistante. Parce que c'est vraiment, voilà, vous avez choisi Madeleine Résistante. C'est presque un statut ça dépasse la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Madeleine Résistante, c'est Madeleine Résistante. Vraiment, c'est elle, quoi. La résistance, c'est elle. Vraiment à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans son histoire, notamment par rapport aux autres femmes que vous avez pu voir dans ce documentaire? Qu'est-ce qu'il y avait dans son histoire, dans son caractère, qui vous a dit que ça pouvait être la matière à une bande dessinée? C'est très complexe parce que j'ai quand même vu beaucoup de documentaires dans ma vie et c'était la première fois que j'appelais quelqu'un. Donc, je crois que j'ai vu chez Madeleine quelque chose que je n'ai perçu que longtemps après, c'est que c'était très exactement l'héroïne d'une BD que j'ai inventée il y a 25 ans qui s'appelle Sillage, avec une fille qui s'appelle Névis. Et que c'était Névis en vrai. Et donc, elle avait le même caractère, elle est anticolonialiste, elle a la même niaque, elle se trompe aussi, mais elle s'engage à fond dans les trucs, elle veut aider les gens tout le temps, encore aujourd'hui. Elle était aux urgences il n'y a pas longtemps, on a fait une lettre pour le directeur des urgences parce qu'elle ne peut pas laisser passer quand elle voit que ça ne se passe pas bien. Donc, voilà. Donc, voilà, tout ça mis ensemble m'a fait dire, il faut que... j'ai ressenti ce besoin de la contacter et j'ai compris longtemps après parce que c'était l'incarnation de Névis elle-même. Et voilà, et tout de suite, ça a hyper bien cliqué, quoi. Dès qu'elle m'a ouvert la porte, c'était super. Des fois, elle me dit même essaye de retrouver quand même le blouson que j'avais le jour où on s'est vu, là, parce que je l'aime bien, j'aimerais bien le mettre pour les interviews, parce que c'est quand même le blouson que j'avais quand tu es venu. Donc voilà. Je pense que si on s'était connus avec une moins grande différence d'âge, on aurait bien rigolé, mais on rigole quand même. Voilà. C'est très bien. Vraiment. Mais est-ce que vous étiez aussi en quête d'une histoire de la Seconde Guerre mondiale? Parce que là, cet album, vous l'avez réalisé à un moment très particulier, c'est-à-dire qu'une grande partie des témoins ont disparu, il n'en reste plus beaucoup, qu'il y a un passage de relais aussi à une jeune génération. Est-ce que c'était aussi une envie commune que vous aviez, Madeleine Riffaut, vous, et puis aussi Dominique Bertaille, à ce moment-là? Non, tout ça, je l'ai découvert après. Mais par contre, ce qui était vrai, c'est que je faisais une autre BD chez Glénat qui s'appelle Irena, qui est l'histoire d'Irena Sendlerova qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie, et j'ai pas pu la voir, Irena, puisqu'elle est morte en 2008. Et c'est vrai que quand j'ai vu Résistante, je me suis dit, mais espèce d'abruti, tu as la chance de croiser encore des gens qui ont vécu cette période, et ce sera pas pour très longtemps. Donc il faut que tu te bouges le cul, et c'est pour ça que j'ai demandé le numéro de téléphone de Madeleine. Et donc... Et voilà, c'est venu comme ça. Voilà, c'est la combinaison de ces choses-là. Et c'est parce que je faisais Irena et que j'étais frustré d'une certaine manière que j'ai
j'ai contacté Madeleine. J'ai pas été déçu. Et vous, Dominique Bertaille, pourquoi vous avez souhaité aussi, par le dessin, raconter cette histoire ? C'est Jean-David qui m'a proposé, après avoir passé déjà quelques années à travailler avec Madeleine et qui était sûr d'avoir quelque chose d'attaquable au point de vue scénario, qui m'a proposé de le dessiner. Alors on se connaissait, hein, donc on savait il savait que c'était le genre de choses qui pouvait m'intéresser, et puis on sait qu'on travaille bien ensemble, qu'on se fait confiance. Ouais. Donc il y avait déjà un bon terreau. Et quand tu me l'as proposé, moi j'étais pas chaud plus que ça parce que j'avais pas trop envie de toucher à la guerre, tout simplement, quoi. C'est pas. J'aime bien dessiner pour raconter aussi des conneries, une liberté légère pour raconter, et donc ça, j'avais peur que ça soit un peu pathogène. Et en même temps, ça m'intéressait parce que l'histoire me passionne, cette histoire-là particulièrement parce qu'elle est encore très 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 proche et très complexe. Mais Jean-David, parce qu'à l'époque, je faisais une série d'Enflux glacial, un western transgenre délirant, donc j'étais pas du tout sur cette longueur d'onde-là, quoi. Mais Jean-David, malin qu'il est, il m'a proposé de me présenter Madeleine, sachant pertinemment que je tomberais forcément sous le charme. Et puis un soir, j'étais en dédicace sur le Mondoro Verso, justement, et puis Madeleine m'avait proposé de passer le soir après la dédicace, donc, mais c'était genre vers 1h du matin. Donc je suis allé voir vers 1h, de 1h à 3h. On s'est vu et elle m'a raconté tout de suite toute la période de la détention par la Gestapo, enfin de but en blanc, ce qui est assez violent. Et je pense que c'était pour tester, voir comment je pouvais encaisser ce genre de choses, et puis percer l'abcès tout de suite, qu'on soit tout de suite dans le vif du sujet, je pense que c'est ça. Mais elle racontait, là, comme chez Erazade, non-stop pendant 3 heures, et ce qui m'a frappé, surtout en plus de la personne et de ce qu'elle a fait, de son caractère, c'est la qualité de sa narration, quoi, qui raconte extrêmement bien. C'est vraiment chez Erazade, quoi. Elle captive complètement, elle est complètement consciente elle voyait bien quand je partais quand je réagissais un peu mal à toutes les horreurs qu'elle me racontait, hop, elle venait me rattraper avec une blague, une façon marrante de voir les choses, du suspense. Enfin, c'est une narratrice née. Et donc, là, vu ce qu'elle a vécu et vu à quel point elle raconte bien, et sachant qu'avec Jean-David, on fonctionne bien, là, c'était pas possible de pas le faire. Alors là, contrairement à la série chez Flux glacial, il vous a fallu vous frotter aux archives, vous frotter aussi au portrait de Madeleine à cet âge-là, en 1939. Elle a 15 ans, voilà, de Madeleine en vrai et en image. Comment là aussi vous avez procédé pour vous l'approprier visuellement à cet âge-là, dans cette époque-là, dans ce contexte-là? Voilà, ça a été super facile parce que à cet âge-là, Picasso a fait son portrait. Et il est nickel. Enfin, c'est vraiment la base. Je l'ai tout le temps sous les yeux. Et en plus, ce dessin, je sais pas si vous l'avez, mais on dirait, il y a un style très manga dans le dessin, des grands yeux noirs comme ça, assez profonds. Et elle est déjà, sa coiffure est stylisée. Enfin, il avait vraiment capté parfaitement le personnage, et il l'a fait. Elle m'a raconté quand elle est allée pour le portrait, elle y est allée, et Picasso faisait pas son portrait, mais il disait va visiter, va regarder les tableaux à droite, à gauche, regarde tout ce que tu veux. Et en fait, c'était pour pouvoir l'observer, sa gestuelle, son caractère, son regard. Et puis à la fin d'une journée comme ça, il l'a dessiné, d'un trait. Alors il y a 2 versions, je crois, donc il y a peut-être une petite recherche avant, mais bon, elle me dit qu'elle l'a fait très vite, quoi. Et donc, voilà, si Picasso capte Madeleine à cet âge-là, juste après la Libération, c'est quand même un document graphique. Ça donnait toutes les clés. Et puis après, après, je pense plus au dessin de Picasso, si ce n'est l'expression du regard, mais j'essaie pas de l'imiter, ça rimerait à rien. Mais toute l'opération complexe, c'est d'être en double langage, à savoir que je suis en train de représenter Madeleine, donc qui existe, donc de manière extérieure. Et en même temps de devoir, pour la bande dessinée, pour la narration, pour faire vivre un personnage, il faut que ça soit un peu un alter ego de nous-mêmes, qu'on recrée mentalement et qu'on ressorte sur le papier. Donc il y avait besoin de prendre aussi une distance
par exemple, je regarde peu les photos de Madeleine. Je les regarde plus parce que sinon je serais tenté d'y voir un certain volume dans les yeux ou dans la joue, un truc qui risquerait de faire partir l'étincelle de vie du personnage, quoi, qui est un peu, j'ai un peu comme modèle Tintin, aussi beaucoup pour la dessiner. Que vous avez fallu effectivement vous l'approprier. Alors, vous avez parlé de la Gestapo. Il n'en est pas encore question dans le premier album, parce que le premier album raconte vraiment le début de la guerre, avec toute la question de, pour elle, sa volonté d'entrer dans la résistance. C'est ça que j'aimerais que vous nous racontiez à présent. Et peut-être d'abord, Jean-David Morvan, que vous nous disiez qui était Madeleine Riffaut au début de la guerre. Elle a 15 ans en 1939. Elle vit donc dans le nord de la France, dans la Somme. Le hasard fait que quelques semaines avant la guerre, pendant l'été, elle va chez sa famille qui est à côté d'Oradour-sur-Glane, donc une des villes qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais qui est-elle? Quel est le caractère de cette femme qui va s'affirmer résistante? Je pense que Madeleine, à l'époque, elle a déjà le caractère qu'elle a aujourd'hui. Vraiment Madeleine, quoi. Donc c'est vraiment... voilà, on parlait tout à l'heure, par exemple, de sa manière de raconter. Nous, on a lu ses rédactions de quand elle avait 8 ans. C'est incroyable, en fait. Elle s'est déjà raconté des histoires, donc je ne sais pas d'où ça vient. Elle lisait des livres. Bon, ses deux parents étaient instituteurs, ce qui lui a permis de progresser très vite et d'apprendre à lire très très vite. Avec en plus, mais de garder pour ses parents cette espèce de rancune qu'elle a encore aujourd'hui, de dire ils étaient instituteurs, donc ils s'occupaient de tous les autres enfants, sauf de moi. Donc elle en parle toujours, en fait, c'est assez dingue. Et donc bon, qu'on crée après encore des problèmes après la guerre et tout ça, mais en même temps, elle les adorait. C'est comme la figure majeure pour elle, celle qu'elle aimait le plus, c'était le grand-père. C'est son grand-père. Qui est mort en 1940. Ouais, son grand-père qui, lui, était plutôt je dirais pas anarchiste, mais presque nihiliste campagnard du Limousin qui est venu dans la Somme. Son père était un socialiste prof qui avait été blessé pendant la Seconde Guerre mondiale. La première, pardon. Tous les deux étaient anticléricaux et sa mère était très croyante alors qu'elle était institutrice, donc il fallait qu'elle se cache pour aller à l'église. Et sa grand-mère était, elle dit, carrément une grenouille de bénitier. Et aujourd'hui, ce qu'on voit de Madeleine, c'est vraiment elle est le mélange des deux, quoi. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et son caractère, en fait, elle était déjà à la fois solitaire et très sociable. Elle lisait des livres toute seule. Nous, on est allés dans l'école, pas où elle est née, parce qu'elle est née juste à côté, mais dans le village de Folie, où on a ouvert un placard et dedans, il y avait tous les livres que tous les enfants de son âge ont lus à son époque, donc des livres des années 1900, 1910, incroyable. Donc on a retrouvé tout ça. On a pu visiter sa maison de l'époque et tout ça. Donc c'était génial. Sans elle, hélas, parce qu'elle ne peut plus bouger. Mais voilà, son caractère a toujours été le même. On a rencontré sa voisine qui vient d'avoir 90 ans. Dominique a fait un super dessin pour elle dernièrement. Et qui nous a raconté Madeleine aussi, comme déjà une aventurière dans le village de Folie. Voilà, donc c'est Madeleine, on a l'impression qu'elle n'a jamais, changé. Elle est née comme ça. Et alors, je l'ai dit au tout début, puisque vivant dans la Somme, elle a évidemment rencontré très tôt l'occupant allemand, d'abord le militaire allemand dans cette guerre qui a été jusqu'à l'armistice de 1940, mais très tôt aussi, tout fait en sorte qu'elle entre dans la résistance. Le grand-père qui ne veut pas déménager en disant non, on ne va pas reculer devant les Allemands une nouvelle fois. Et puis quand les Allemands sont là, c'est par exemple une image comme celle-ci, quand elle les rencontre. En plus, elle est une jeune adolescente qui se fait embêter par ces jeunes messieurs. C'est-à-dire que très tôt, en fait, on a l'impression que tout la conduit vers la résistance physiquement. Oui, c'est sûr, ça c'est certain. Et puis il y a surtout quelque chose d'important dont on parle dans le premier tome, entre les pacifistes intégraux, c'est-à-dire ceux qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, ont dit plus jamais de guerre. Il y en a beaucoup qui sont devenus collabos parce qu'en fait, ils préféraient les Allemands qu'une nouvelle guerre. Donc, et puis ceux qui ont vu ce qui se passait pendant la guerre d'Espagne, qui ont été pacifistes intégraux comme son père après la Première Guerre mondiale et qui se sont dit mais quand même, ce qui se passe en Espagne, ça va pas. Là, il va falloir se battre contre les Allemands. Et donc, guerre à la guerre, il faut se battre contre la guerre. Donc, il faudra attaquer les Allemands, sinon ils vont nous posséder. Et donc ces deux courants-là sont issus finalement du même courant après la Première Guerre mondiale. Et son père s'en est rendu compte assez vite. Il lisait les journaux d'Aragon et tout ça, à l'époque, et les journaux de photos. Donc, il y avait les photos de Capa, de Guerdataro, de Chim, qui sont aussi chers à mon cœur. Et donc, elle a vu ces photos-là quand elle était gamine, elle avait 12 ans, et donc
elle était toujours dans ce combat-là, quoi. Donc, et pour autant, elle n'avait rien contre les Allemands, mais elle avait quelque chose contre les nazis. Et quand on la voit sur la photo qu'on a vue tout à l'heure, en fait, elle dirait, elle, que là, c'est pas Madeleine qu'on voit sur la photo, c'est Rainer. Donc Rainer, c'est son pseudo de guerre, c'est son nom de guerre, en fait, qui est le prénom de Rainer Maria Rilke, donc poète allemand. Donc pour bien prouver que c'était ça. Et donc elle dit que c'est Rainer, parce que ça se voit à son regard, et c'est pareil sur le dessin de Picasso. En fait, toute la période Rainer, nous, on s'en rend compte, elle a des yeux morts, comme ça. Elle a les yeux noirs, très presque fixes, comme ça. Et Picasso l'a très bien dessiné aussi. Quand on cache les yeux, on a une jeune fille normale. Quand on voit que les yeux, ça fait vraiment quelque chose de très particulier, quoi. Et elle connaît très bien sa période Rainer. Elle sait quand elle est sortie de la période Rainer, quand elle y est rentrée. C'est l'endurcissement de la résistance. Et puis, ça, c'est un peu notre trame narrative du tome 2 qu'on est en train de faire. Et puis après, les tortures de la Gestapo, puis tous les gens autour, et ça, ce sera pour le tome 3. Donc, mais vraiment, voilà, ça c'est pas Madeleine, ça c'est Rainer. Justement, alors, cette Madeleine Rainer, par les coups qu'elle reçoit, par voilà, cette hostilité avec les Allemands, très tôt, vous la racontez, vous l'entrez dans la résistance. Mais quand elle est dans la Somme, encore dans le nord de la France, ça veut dire quoi pour elle? Qu'est-ce qu'elle sait de la résistance, elle qui n'en a pas de connaissance? Je crois qu'elle sait rien, mais en tout cas, elle sait que ça existe. On ne sait pas comment, mais elle sait que ça existe. On sait que dans le Nord, il y a déjà des grèves patriotiques et tout ça. Elle avait vu une admiration quand même déjà magnifique pour les gens qui sont partis, pour les républicains qui sont partis se battre en Espagne. Donc le colonel Fabien, Roll Tanguy, plein de gens comme ça. Donc pour elle, le combat, c'était déjà contre eux. Donc vraiment, elle a une admiration encore aujourd'hui pour ça, pour son oncle Charlot qu'on voit dans le tome 2. On ne le voit pas dans le tome 1 si on le voit dans le tome 1. On le voit dans le tome 1. Et qui, lui, est allé avec son taxi en Espagne. Donc elle a cet idéal romantique, patriotique. Quand elle dit, quand elle a failli être fusillée, c'était vraiment pas loin. Elle dit, j'étais contente parce que j'étais dans l'idéal patriotique, le romantisme ultime, la mort, être fusillé, c'est vraiment le plus beau truc quand on est en résistance. Et donc elle avait quand même l'envie de combattre et de ne pas se laisser faire. Beaucoup de résistants, il y a un documentaire formidable qui s'appelle « Faire quelque chose » dans lequel elle apparaît, disent ce mot, il faut faire quelque chose. Mais ils ne savaient pas quoi, mais il faut faire quelque chose parce qu'ils ne peuvent pas laisser la France comme ça, leur pays, des occupants et tout ça. Donc il fallait faire quelque chose. Donc elle a cherché à faire quelque chose. Et quand elle est tombée sur Gagliardi, qui a été son premier amoureux au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, en fait, elle s'est dit, elle s'est accrochée à lui en lui disant « Tu vas me faire rentrer dans la résistance ». Et donc voilà, elle a commencé comme ça. Avant d'en venir justement à cette histoire d'amour et de résistance, il y a ce déplacement pour elle de la Somme jusqu'au sanatorium. Pourquoi elle va là-bas, elle qui est peu malade? En plus, elle ne devrait pas y être, parce que c'est un sanatorium plutôt pour les étudiants, ce qu'elle n'est pas encore. Et on pourrait se dire voilà, quelle proximité avec les résistants dans un endroit qui est complètement perdu, a priori. En fait, ce qui est complètement fou dans cette histoire, elle voulait rentrer effectivement dans la résistance parce qu'elle a pris un coup de pied au cul d'un Allemand à la fin de l'Exode. Donc elle dit que c'est quand même beaucoup les coups de pied au cul qui créent des résistants, parce que c'est l'humiliation. Elle s'est sentie humiliée, Madeleine, et l'humiliation, c'est quelque chose. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu rentrer dans la résistance. Et finalement, elle s'est retrouvée dans un endroit qui était ultra résistant, avec Douady, qui lui allait prendre de l'argent au régime de Vichy, et qui en même temps avait trois médecins. Les 3 médecins du sanatorium des étudiants, c'était 3 juifs qui cachaient. Il y avait une imprimerie clandestine, ils faisaient des réunions des maquis alentours dans le truc, mais elle ne le savait pas. Elle n'était pas au courant, elle s'en est rendue compte après la guerre, donc longtemps après. Et elle a rencontré donc ce jeune Gagli qui lui venait de Caen. J'ai trouvé sa tombe dernièrement, c'était assez émouvant, et celle de sa famille, puisque lui il est mort, bref. On le mettra dans la BD. Et donc, lui, il partait à Paris. Il disait, moi, je sais que je vais mourir de la tuberculose tôt ou tard. Et donc, je suis venu me remplumer ici, manger un peu. Il était résistant depuis 40 et me renforcer. Je retourne à Paris et j'ai les contacts, et donc je vais rentrer dans les réseaux. Donc, elle a dit, tu m'emmènes. Il a dit non, et elle a dit oui. Et elle a tellement dit oui qu'il l'a emmené.
On ne peut pas dire non à Madeleine. Et voilà, Pas longtemps. Pas longtemps, voilà. Elle était effectivement à Paris, mais il y a, voilà, si j'ai choisi cette petite image-là, c'est parce que c'est quand même aussi ce qui est au cœur d'une partie de votre premier tome. C'est, mais finalement, quand est-ce que je vais arriver à rentrer en contact avec la résistance, sans qu'il y ait à la fois une envie de persévérance et en même temps beaucoup de ça tarde à venir, quoi. Ouais, puis en plus, je pense que tout le monde s'en rend compte, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, des boutiques de recrutement de la résistance. Ici, c'est la résistance communiste. Ici, c'est les catholiques. Voilà, en fait, il fallait tomber sur des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la résistance dans des réseaux dont ils s'en foutaient, en fait, que ce soit communiste, catholique. Et en fait, ils étaient dans un réseau. Ils faisaient des actes de résistance. Et après, peut-être après la guerre, certains s'en sont rendus compte après. Hein. Donc, c'était comme ça la résistance. Il fallait trouver la jonction, quoi. Et ça, c'était très compliqué parce que c'était tellement dangereux que personne ne disait qu'il faisait de la résistance. Donc, quand elle a eu une piste, elle l'a jamais lâchée. En plus, c'était une piste amoureuse en même temps. Donc, évidemment, les deux sont liés. Ce qui n'était pas une évidence pour la faire rentrer dans la résistance, le fait qu'elle ait un amant. Non, c'est compliqué parce qu'il faut pas avoir tellement de liens. En fait, le principe de la résistance, c'est qu'on connaît peut-être 2 ou 3 gars de son réseau, pas plus, parce que comme ça, on peut pas donner les autres si on est arrêté. Donc, effectivement, Gagli étant son amoureux, s'ils en avaient arrêté un des deux, le risque est grand pour les chefs qu'ils balancent des gens, et même pour protéger. Hein. Je vous raconte pas la fin du tome 1 où on parle un peu de ça, mais même pour essayer de protéger quelqu'un, on peut être amené à parler, et donc il fallait faire attention à ça. Et alors, quand elle commence à avoir des actions dans la résistance, c'est une résistance assez modeste, essentielle, mais modeste, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est modeste, c'est la vraie résistance, en fait. C'est la vraie résistance, c'est la contre-propagande. Donc, c'est quand dans une France qui est ou à Paris, où il y a Radio Paris, qui est avec Henriot, qui est une résistance, enfin, qui est la collaboration active avec tous les partis pro-nazis, avec tous les journaux qui appartiennent aux Allemands. En fait, il y a un moment où il faut des gens qui donnent une étincelle pour dire à tout le monde, écoutez pas ces conneries, on peut aussi lutter, on n'est pas forcément perdu, on n'est pas condamné pour avoir accepté le Front populaire ou avoir eu envie du Front populaire. On peut aussi être fier, on peut ne pas se laisser faire par les Allemands. C'est ça la vraie résistance. Après, c'est emmener aussi des messages de l'un à l'autre, qui était agent de liaison, sans doute un des métiers les plus dangereux de la résistance, parce qu'être pris comme agent de liaison, c'est la déportation assurée pour les femmes et sans doute la décapitation en Allemagne. Donc c'était pas. Et puis après, pendant l'insurrection parisienne, les jeunes filles sur les vélos, elles étaient visées par les snipers allemands parce qu'ils savaient qu'elles emmenaient des messages. Donc il y a eu beaucoup de mortes aussi à ce moment-là. Donc c'est le message essentiel. Enfin c'est l'action essentielle de la résistance qui est pas grandiloquente, mais qui est vraiment essentielle. Après, faire sauter des trains et tuer des Allemands, c'est une autre histoire, mais elle l'a fait aussi un peu plus tard. Voilà, effectivement, mais là, effectivement, vous la mettez en scène sur les premières actions. Alors, vous le dites, il n'y avait pas de bureau de recrutement de la résistance, certes, sauf qu'elle n'a pas les codes, comme une fois qu'elle commence à connaître la résistance, c'est qu'on la trouverait quand même assez légère dans la dimension clandestine et protection de la clandestinité de la résistance, c'est-à-dire qu'elle va donner les vrais noms, alors que tous ont des prénoms. Oui, enfin, au début, après, elle a vite compris. Voilà, mais sauf qu'elle va avoir un prêtre. Elle trouve que ce prêtre, il fait un prêche qui est quand même bien anti-allemand, et elle va lui dire qu'elle est dans la résistance. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine forme d'inconscience chez elle. Oui, et puis ça servait bien à la bande dessinée, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de dire à l'inverse ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans la résistance. Donc on en joue aussi, mais elle le raconte quand même. Donc elle dit « j'étais bien naïve, j'étais bien petite », elle dit toujours « j'étais bien naïve », et finalement c'est tous ces gens-là qui lui ont appris comment on naviguait dans la résistance. Et c'est ce que Dominique a voulu, à juste titre, qu'on prenne comme axe dans ce tome 2, c'est-à-dire qu'on est en train de faire, c'est que plus ça avance, plus finalement toutes ces règles, toutes ces choses qu'elle apprend, tout ce danger, toutes ces choses difficiles qu'elle est obligée de faire, en fait, sont en train de la changer, en fait, de l'endurcir, d'en faire, je dirais pas jusqu'à un monstre, on va pas dire ça du tout, mais vraiment quelque chose de moins sentimental et de moins perméable aux émotions. C'est assez intéressant. Ouais. Parce que justement, Dominique Bertheil, dans ce premier album, puisque vous la dessinez dans des positions très variées, avec ce désir de la résistance, l'humiliation qu'elle reçoit de la part des Allemands, mais aussi des moments plus romantiques, évidemment, avec son amoureux, des moments aussi plus
plus doux, plus apaisé quand elle arrive dans le sanatorium. Est-ce que ce sont des moments que vous avez pensé différemment dans la manière d'envisager le dessin? Oui, il y a une vraie une volonté graphique aussi par rapport à la dureté de tout le début. Et puis ce moment, Madeleine, elle pensait qu'on allait passer juste une toute petite partie sur le sanatorium. Et puis en fait, c'est devenu vraiment un des chapitres. Parce que je voulais quelque chose qui soit un petit peu une retraite sur l'Olympe et un rapport au cosmique un petit peu aussi. Parce que c'est l'âge de la prise de conscience et de la question qui se pose, est-ce que j'agis ou est-ce que j'agis pas? L'adolescence, la découverte du romantisme allemand, il y a toute une imagerie un petit peu comme ça de roman d'initiation romantique, et il fallait y passer parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour le fait d'avoir passé le cap, je pense. Et d'ailleurs, ça l'a tout le temps accompagné, la littérature allemande et romantique. Oui, parce que c'est comme ça qu'elle a choisi effectivement qu'elle a choisi Rainer Maria Rilke, mais l'album est aussi composé en chapitres qui débutent tous par un poème qui date de ces années-là. Un poème de qui? D'elle. Et voilà. Oui. Alors qu'elle a, ça, Jean-David en parlera mieux que moi, mais c'est elle et Jean-David surtout qui ont choisi quel poème mettre. Donc c'est surtout Madeleine qui a choisi les poèmes. Ouais. Je vous avoue. Moi, je dis d'accord, mais c'est tout. En fait. Il n'y a pas votre mot à dire. Non, pas vraiment. Et ça me va très bien comme ça. Hein, ouais. Justement, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que c'est aussi un témoignage de ce temps, puisque ils sont datés, et ça date vraiment de ces années de guerre. Qu'est-ce qu'il raconte justement de son état d'esprit du moment? En fait, quand on lit les poèmes de Madeleine et qu'on a les clés, on comprend la vie de Madeleine. C'est formidable. Quand on n'a pas les clés, c'est des très beaux poèmes. D'ailleurs, Éluard les a publiés, ceux-là, donc, juste après la guerre. C'est pour ça que Picasso a fait son portrait. Donc, pour le livre que Éluard l'a publié. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment des poèmes de guerre qui sont très modernes, en fait. Donc, c'est bizarre à dire, mais la poésie, pour nous, semble un peu surannée, avoir un peu disparu. Dominique le dit souvent, la poésie, à l'époque, c'était un peu comme le slam aujourd'hui, en fait, ou le rap, où il y avait un truc très, très, très jeune, quoi. Tout le monde écrivait de la poésie. Ça a disparu avec le temps, mais à l'époque, c'était quand même ça. Et c'est vrai que le slam et le rap ressemblent aussi à ça. Et donc c'était une pratique courante chez les jeunes. Tous ses copains de résistance, ils faisaient des poésies, aussi parce que il voulait impressionner Madeleine, je pense. Mais c'était quand même une grande tendance, quoi. Et elle savait pas si elle écrivait bien, mais c'est vrai, les conditions dans lesquelles elle a écrit ses poèmes étaient quand même toutes un peu particulières, même dans sa cellule la veille d'être fusillée. Et donc c'est vrai que quand Éluard lui a demandé de voir ses poèmes, elle dit tout le temps, si ça se trouve, il pensait que je savais pas écrire ou que ça allait être nul. Il se disait merde, bon tant pis, je vais lui demander de les lire quand même. Et puis il a vraiment beaucoup aimé. Donc ça a aussi parcouru toute sa vie. La vie de Madeleine, on est en train d'essayer de publier une anthologie de ses poèmes de sa jeunesse, donc très jeune, 8 ans entre 8 et 12 et jusqu'à aujourd'hui. Enfin, même si elle écrit un peu moins de poèmes puisqu'elle peut plus écrire, mais avec la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, enfin tout ça. Et c'est vrai que c'est une histoire du XXe siècle intéressante vue par la poésie, mais c'est beau ce qu'elle écrit, Madeleine. Ouais. Justement, Dominique, comment est-ce que ces poèmes aussi ont contribué à votre dessin? Parce que c'est un dessin qui paraît très ambivalent parfois, parce qu'il y a des vrais moments je l'ai dit, avec le grand-père, il y a des moments de la nature qui sont juste superbes, il y a les moments romantiques, donc il y a des moments de grande douceur, et puis même au sanatorium, il y a quand même des malades et des décès, il y a la violence allemande, il y a la violence des combats, ce qui vous ont aidé dans cet entre-deux à trouver votre place, à trouver comment dessiner entre des moments doux et des moments durs? C'est une espèce de polyphonie, enfin de polygraphie, c'est-à-dire que chaque séquence, telle que nous le raconte Madeleine, il y a beaucoup d'émotions. Alors soit c'est pour ça choque, soit ça fait pleurer, soit ça fait rire, elle passe par tous les stades des émotions. Donc l'idée de la mise en scène, c'est d'adapter le langage qu'il faut de bande dessinée, parce que c'est une bande dessinée, mais qui puisse s'adapter à ce genre de sentiments et essayer de retranscrire au mieux les émotions qu'elle nous fait passer. Alors après, moi j'ai tendance à lire un peu
de tout en bande dessinée, donc je m'inspire vraiment de... J'ai plein de modèles comme ça, différents, selon si c'est une scène d'action, où je vais forcément plus penser au langage de Otomo ou du manga en général, et puis de Tintin aussi, beaucoup, quoi. Parce que c'est l'emballement de la narration, et puis la jeunesse du ton. C'est pas un livre qui a un devoir de mémoire un peu plombant, et comme si on avait quelque chose, comme on devait quelque chose au monde. Non, c'est de l'aventure, parce qu'elle, c'est une aventurière, et elle nous raconte sa vie comme une aventure. Alors, je me dis, le minimum, c'est d'en faire une héroïne aventurière, et c'est aussi pour ça, pour revenir le fait d'avoir voulu le raconter ça, c'était ce qui m'a fasciné avec... D'ailleurs, ça revient à peu près à ce que tu disais, mais ce qui était fascinant avec Madeleine, c'est que c'était une vraie héroïne, c'est-à-dire quelqu'un qui agit dans le sens des valeurs qu'elle s'est construites, et que c'est un modèle de personnage en cinéma ou dans la littérature. Je dis peut-être des bêtises, ou alors je suis passé à côté, mais j'étais un peu en manque de ce genre de modèle. J'avais envie d'écrire une histoire où il y ait un héros ou une héroïne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de distanciation, pas... être plus premier degré et donc Madeleine, c'était exactement ça, donc ça a été une des raisons. Mais sinon, pour en revenir à la polygraphie, voilà, il y a le manga d'un côté, beaucoup Tintin, puis énormément je regarde beaucoup de films français des années 40 pour tous les chefs opérateurs surtout de l'époque, et toute la dramaturgie de la lumière, parce que voilà, j'utilise tout le temps la lumière comme outil pour raconter. Et puis voilà, et c'est ça qui est bien avec cette écriture-là et ce projet-là, c'est qu'on change de genre tout le temps, en fait. Alors après, graphiquement, j'essaie d'avoir juste une homogénéité de dessin, mais toute la complexité, c'était de trouver un dessin qui puisse permettre de raconter un dessin d'horreur, un dessin d'humour, un dessin touchant, un dessin littéraire, et d'avoir que le même dessin puisse permettre de... Alors voilà, ça c'était la tambouille. Et puis des paysages aussi très, très variés entre la ville de Paris et puis la neige éblouissante autour du sanatorium. Et cela, on l'a vu avec les dessins, on le voit dès la couverture avec une teinte de bleu dominante, enfin des bleus même d'ailleurs différents. Comment est-ce que vous avez décidé cela ? Eh ben, c'était la question, ça a été une grande question tout le moment de l'avancée du projet, c'était de comment le représenter, et c'est surtout parti du fait que je ne voyais pas le mettre en couleur. Ça me paraissait... je ne voyais pas où j'allais piocher le langage de couleur adapté. En plus, moi, j'aime beaucoup la couleur, mais je l'aime beaucoup quand elle a un sens. Alors quand c'est pas le sujet, je trouve que ça devient vite un boulet narratif plus qu'autre chose. Et là, en plus, il aurait fallu s'inspirer des pellicules de couleur allemande de l'époque pour trouver une teinte qui soit adéquate, mais c'est une imagerie qui est propre aux pellicules allemandes, donc il y a un truc qui allait pas. Et puis l'insurrection, c'est en juin 1944, il fait un grand soleil, Paris est magnifique, et Dieu sait que Paris peut être beau quand il fait beau. Alors là, c'est des grands ciels bleus, des arbres verts. J'aurais dû colorer ça, alors que la vie, elle est affreuse au quotidien, que tout est dramatique. Et donc voilà, la couleur serait devenue un boulet narratif. Et l'intérêt du noir et blanc, c'est que voilà, quand on laisse un grand... par exemple, la scène au sanatorium, qui est toute blanche, soit on y voit du brouillard blanc, soit on y voit un ciel bleu, mais on ne se pose pas la question en le lisant, mais on fait déjà un choix en le lisant, et ça permet, je pense, en le lisant, quand même de pouvoir plus avoir une lecture parallèle, et pour le lecteur de s'approprier ce qu'il est en train de regarder. Je trouve que la couleur peut être une contrainte un petit peu comme... Donner une part de la lecture et de la compréhension au lecteur. Ouais, je trouve. Et puis après, le bleu, ça fait longtemps que je travaille avec cette teinte-là, mais pas dans le but de l'imprimer, mais c'est parce que c'est pratique. C'est la seule couleur que j'ai trouvée qui aille du très très clair jusqu'au noir. Le marron s'arrête au marron, le rouge s'arrête au rouge, le jaune s'arrête au jaune. Mais là, celui-là, il va vers le noir. Donc on peut vraiment avoir toutes les nuances de bleu. Et puis c'est un bleu, c'est un très beau pigment qui vire légèrement vers le vert quand il est léger, donc qui permet d'avoir des atmosphères très aérées. Et quand on l'assombrit, qu'on le plombe, tout le côté violacé du pigment remonte, et là, ça devient plus oppressant. Donc c'est un outil vraiment idéal pour avoir cette... 50 nuances de bleu, au moins. Voilà. Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions à poser à Jean-David Morvan et à Dominique Bertaille? Monsieur au premier rang, donc comme pour tout à l'heure, on va vous apporter un micro pour que tout le monde puisse bien vous entendre.
notamment les gens qui nous suivent à distance derrière un écran. Tout d'abord, merci pour cette bande dessinée. Enfin, à titre personnel, j'y ai pris beaucoup de plaisir à la lire, à la parcourir, à me perdre finalement dans ce bleu et dans l'histoire. On attend avec impatience la suite, les suites. Alors, ma question est la suivante. Vous nous avez beaucoup parlé de la première rencontre avec Madeleine Riffaut, mais au fond, vous nous avez très peu parlé ou pas parlé de l'accueil et en fin de compte des commentaires portés par Madeleine Riffaut sur cette bande dessinée. Alors, comme Madeleine est aveugle, c'est une manière de travailler très compliquée, enfin en tout cas pas compliquée dans le fond, mais très inhabituelle, ou en tout cas unique. On est obligé de... Moi, je lui lis tout, en fait. Donc, je lui lis tout mon scénario, je lui explique tout ce qui se passe, chaque case. Je lis les dialogues, on change les dialogues. Elle me dit, ah, ben ça, on va plutôt le mettre là, on va le mettre là. Donc voilà, on fait tout à la voix. En fait. Donc, c'est assez chouette à faire. C'est vraiment étonnant. Ça fait quand même 5 ans qu'on travaille dessus. Donc, et pas seulement sur le tome 1, hein, sur aussi toute la suite. Donc, on a vraiment beaucoup de matériel. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors après, on a quelques anecdotes assez marrantes, justement, dues au fait qu'on soit aveugle. Je vais laisser Dominique raconter l'histoire du chapeau de son ami Gagli. Et puis, comme ça, on va comprendre comment on travaille et comment ça peut quand même poser de temps en temps des petits problèmes. Oui, là, pour le coup, d'habitude, c'est plus simple, mais c'est juste pour le personnage de son amoureux. Je l'ai dessiné avec un chapeau parce que j'avais la documentation de l'époque que j'avais. Il y avait un chapeau, je trouvais ça assez classe et je trouvais que ça correspondait bien au personnage et je lui ai mis un chapeau. Puis bon, on continue la narration comme ça. Et puis c'est Amat, je crois, ou je sais plus qui, bref, c'est toi, je sais plus, qui lit les pages à Madeleine et qui dit, ah bah là, voilà, il y a Marcel qui enlève son chapeau. Le chapeau? Comment ça, le chapeau? Et alors là, elle s'est outrée. Elle dit, mais non, mais les étudiants, ils portaient pas de chapeau. Les chapeaux, c'était soit les jeunes qui bossaient ou les collabos, surtout la milice et tout ça, mais c'était une faute de goût et de mode totale. Et elle l'a mal pris parce que c'était particulièrement virulent. Parce que elle disait, mais vous allez ridiculiser l'un des amours de ma vie, quoi. Donc c'est pas possible. C'est comme si je lui avais mis un casque nazi. Voilà, donc on était un peu emmerdés. Surtout que j'étais en train de faire le début du tome 2 et que ça commence par une scène de Madeleine qui arrive dans le métro avec son chapeau. Voilà, j'étais bon pour les refaire. Mais voilà, ça c'est la limite du truc, c'est-à-dire que si tu lui avais pas décrit le mouvement qu'elle avait fait, ça serait passé à l'as, on ne l'aurait pas vu, et une lectrice de son âge, elle l'aurait repéré, et on aurait été ridicule. Et donc voilà, mais on a elle parle énormément avec Jean-David, et puis de temps en temps, moi, quand je travaille sur les planches, quand il y a une scène où je ne sais pas trop comment le traiter, je l'appelle pour lui poser des questions auxquelles elle n'a pas forcément pensé, mais voilà. Est-ce que il y a une scène, par exemple, qui se passe sur les toits de Paris, ils chassent les snipers sur les toits de Paris, et elle raconte qu'elle court sur le toit, et je dis, mais madame, t'étais en jupe pour faire tout ça? Puis elle dit, oui, bien sûr, ma jupe. Et puis, ah non, tiens, j'avais pas ma jupe, pourquoi j'avais pas ma jupe? Et puis là, il dit, ah ouais, c'est parce qu'en fait, quand on monte les escaliers le long des échelles, c'était Marcel qui était en bas pour la couvrir et il risquait de voir sa culotte. Donc voilà, ils ont 18 ans, 19 ans, donc c'est pas terrible. Donc Marcel va fouiller dans les poubelles et il ressort avec un pantalon de peintre, voilà, pour qu'elle puisse l'enfiler et continuer d'aller chasser le sniper. Et en fait, c'est des images, des trucs qu'elle n'avait pas pensé à raconter, mais c'est le fait de poser la question du détail, comment c'était, et là ça retire encore une nouvelle couche de mémoire un peu planquée et qui vient teinter le réalisme des scènes. Et puis quand je dessine un personnage qu'elle rencontre, je l'ai au téléphone et puis elle dit alors comment il était, il avait du charisme, pas de charisme, quelle sensation il donnait, est-ce qu'il était louche ou au contraire qui inspire confiance, est-ce qu'il a les mains moites, enfin des choses comme ça qu'elle décrivait pas forcément et qui permet pendant ce temps-là, moi je crobarde un personnage qui correspond à ce qu'elle me décrit. Donc là je suis dit j'aimerais bien qu'elle le voie quand même pour voir si ça colle ou tout ça. Donc ça c'est un peu frustrant, mais du coup elle entraîne aussi sa mémoire visuelle de par ces questions.
Cette mémoire est compliquée, c'est pas une mémoire. Pour elle, c'est pas facile de replonger là-dedans. Si les gens, bon, elle en a beaucoup parlé, mais on l'amène sur des détails justement qu'elle avait un peu éludés. Et c'est vrai que si les gens n'ont pas parlé de tout ça pendant très longtemps après la guerre, aussi bien les déportés que les résistants ont très peu parlé, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de revivre tout ça. Et aujourd'hui, à 98 piges, on lui fait revivre tout ça. Donc c'est difficile parfois, c'est douloureux. Bon, ça va, elle a du courage. Mais là, par exemple, c'est le dernier exemple, donc je vais vous le dire quand même. C'est un peu délicat, mais elle est allée aux urgences et oui, elle te l'a raconté. Et donc, ils lui ont mis une sonde urinaire, et donc dont elle voulait pas, mais elle n'a pas eu le choix. Et donc, elle s'est souvenue que les nazis, par la sensation elle-même, lui avaient fait la gégène sur la tête, sur les seins, mais aussi à cet endroit-là. Et donc, elle l'a ressenti de nouveau dans sa chair. Donc, après, elle l'a raconté de nouveau à tout le monde. Et donc elle se souvient. Du coup, il y a des choses qui reviennent. Et peut-être elle aurait préféré pas s'en souvenir. Voilà. Mais comme elle fait le boulot de la BD jusqu'au bout, c'est comme ça. Elle accepte. Elle se montre très généreuse avec vous. Est-ce qu'il y a encore une question, éventuellement, au milieu de la salle, pour terminer ? Oui, je voulais vous féliciter moi aussi parce qu'on a dévoré la BD, on a vraiment adoré. Pour racheter une alors si. Si elle est dédicacée, pourquoi pas. En plus, il y a des couvertures différentes. Oui, moi, j'ai pas la même couverture. Non, mais l'autre, on la trouve plus. Ne cherchez pas. Et je voulais savoir à partir de quel âge elle s'est dit justement, est-ce que je vais revivre tout ce qui s'est passé, est-ce que je peux enfin en parler ? En fait, il y a plusieurs phases dans la vie de Madeleine. Donc il y a toute cette phase de résistance et d'après-résistance. Quand elle a été torturée par les nazis et qu'on lui a montré, qu'on l'a laissée dans une pièce 24 heures sur 24 pour lui montrer les tortures sur d'autres gens et essayer de la faire parler, elle s'est dit dans sa tête en permanence, ce qu'on lui avait dit, c'est si tu te fais arrêter, dis que tu ne sais rien, nie l'évidence en permanence, et dis que tu ne sais rien, convainc-toi toi-même que tu ne sais rien. Et donc elle a gardé ça en tête. Juste après la guerre, elle est devenue une petite star pendant une période, puisque c'était quand même la petite fille qui a descendu de 2 balles dans la tête un soldat allemand dans Paris. Donc elle était un peu, c'était assez unique comme truc. Hein. Et donc c'est pour ça qu'Éluard était fan d'elle au départ, etc. Et puis c'est Éluard qui l'a envoyé chez Aragon pour devenir reporter, parce qu'il disait t'es bonne en poésie, mais personne ne vit de la poésie. Il dit moi-même, je suis obligé de prendre des toiles de mes copains de temps en temps. C'est vrai qu'il avait des bons copains lui dans les années 20, donc il pouvait vivre facilement en vendant des toiles. Mais elle n'avait pas ça, et donc elle est devenue journaliste. Et elle est tombée vraiment en dépression, en choc post-traumatique vraiment très grave. Et donc elle s'est mise à parler des autres, à aller faire les guerres coloniales et tout ça, donc du côté des opprimés toujours. Et donc elle a arrêté de parler d'elle, elle a parlé des autres, même si elle raconte de temps en temps des choses dans les livres qu'elle a écrits, on peut le lire, mais voilà. Donc en fait, elle a arrêté de parler d'elle pendant très longtemps. Et en 94, c'est Aubrac qui est venu la voir, qui était son ami. Ils se sont connus après la guerre, pas pendant, et qui lui a dit il faut absolument que tu racontes la vie de la résistance parce que on est en train d'oublier. Il disait, je vois dans des livres d'histoire ou dans des trucs à la télé ou dans les écoles, on commence à dire que c'est les Américains qui ont libéré Paris. C'est pas vrai. Il faut qu'on raconte ce qui s'est passé chez nous et ce qu'on a fait pour libérer Paris. Donc il lui a intimé l'ordre de parler de la résistance. Et donc c'est revenu à ce moment-là. Et elle dit à cette époque-là, j'avais oublié plein de choses. C'est en parlant avec les gamins que ça a commencé à revenir. Et puis voilà, c'est revenu à ce moment-là. Donc, mais il y a eu presque 50 ans sans mémoire de la guerre, vraiment occultée. Elle a fait une très longue psychanalyse avec les plus grands psychanalystes de l'époque, Kestembert, Lebovici et tout ça. Donc elle a beaucoup travaillé là-dessus. Elle avait réussi à sortir du choc post-traumatique en oubliant, quoi. Et c'est revenu. Et donc nous, on continue le fait que ça revienne. Donc c'est à la fois la première partie de sa vie et la dernière partie de sa vie, la guerre. Et au milieu, il y avait la guerre des autres. Voilà. En gros, c'est ça. Et vous pensez en parler de la guerre des autres dans une Bien sûr, on va en parler parce que nous, on avait signé 3 albums avec Dupuis parce qu'on pouvait pas leur dire on voudrait raconter tout. Donc on a dit on voudrait raconter la résistance de Madeleine. Mais dès le lendemain de la résistance, elle rencontre Éluard qui lui fait rencontrer Picasso, Aragon. Elsa Triolet, elle rencontre André Violis, qui est une grande journaliste, Ho Chi Minh, elle prépare ses voyages au Vietnam, et donc ça devient une aventure encore plus folle de reporter de guerre. Donc on avait envie de raconter ça,
mais on ne pouvait pas le signer tout de suite. Mais ça y est, maintenant c'est bon, c'est fait. Donc on va continuer plus longtemps, on est rassuré. Ouais, félicitations. D'ailleurs, un livre de Paul Éluard que vous l'avez mis dans la main sur cette couverture de Madeleine Résistante, premier tome paru aux éditions Dupuis sous le titre La Rose dégoupillée. Dominique Bertaille et Jean-David Morvan, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre aventure avec Madeleine Riffaut. Je conclue juste en vitesse en disant que ce titre, La Rose dégoupillée, qui est particulièrement surréaliste, nous pose des tas de problèmes à la traduction parce que personne ne comprend en Allemagne, en Hollande ou n'importe où ce que ça veut dire. Et on se prend la tête avec, mais on l'aime bien, donc on lutte pour que ça reste comme ça. Merci à vous. Merci, les albums sur le prix Galant de la BD.